Max Corset, Kali, Quack, Taxi Créole, Eric Virgal, MC Jadik, Eugène Boda et plein d'autres artistes. Un label qui revient, Hibiscus Records, un centre d'archivage musical à lui seul. Depuis 40 ans, elle a produit et édité, accompagné des légendes de notre culture. Ce soir, nous recevons Marie-Laine Moriello, cofondatrice et gérante du label. Hibiscus à Don't Chill Music, c'est maintenant. Moriello, donc je suis native de Poitiers. D'accord. Je suis arrivée il y a 42 ans en Martinique. Et donc j'ai commencé Hibiscus il y a 40 ans. Voilà. Dans la foulée. J'ai créé. Non, alors on est arrivé. Mon mari m'a emmené. Donc il m'a emmené dans sa valise, tout simplement. Et donc mon mari est décédé en 2008. Et donc il voulait être artiste au départ. Il était batteur, je l'ai connu comme batteur. Donc il était musicien. Il était musicien. Non, alors il n'était pas que musicien, il était batteur amateur. En fait, il était gérant de boutique de prêt-à-porter. Et donc je l'ai connu dans un piano-bar, tout simplement. Et donc il faisait du jazz à l'époque. Il est arrivé en Martinique. Et il a commencé à jouer avec Marius Cultier, enfin à faire des piano-bars, en fait, tout simplement. Et avant de partir, nous avions déjà produit un album de Josimas, une Guyanaise. Mm-hmm. Donc il y avait déjà ce lien-là, cette attache-là qui se créait avec la Caraïbe. Au départ, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On s'est dit, bon, voilà, on a un enregistrement. Et puis mon mari voulait être batteur dans les piano-bars. C'était ça le projet. Et puis moi, on m'avait proposé de travailler au Crédit Martiniquais, tout simplement. Ou alors, on m'avait dit, ma belle-mère m'avait dit, moi je connais du monde en Martinique, je vais trouver quelque chose, tout ça. Et mon mari disait, non, moi je vais être batteur de toute façon, vous trouvez du travail à Marie-Laine. Et moi, je lui ai dit, je vais faire connaissance avec le milieu du marché du travail. Donc, je suis allée travailler 1 an en mettant dans un tiroir cet album de Josimas. Et puis, au bout d'1 an, Jean-Michel a rencontré dans les piano-bars Franck Donatien. Et donc, on a appris que le label 3A, Jackie Nayaradou à l'époque, fermait son studio, donc on s'est dit, c'est peut-être une opportunité en fait de faire un studio d'enregistrement. Il y a 40 ans. Donc c'était en 1985. C'était un petit peu avant. Un petit peu avant, voilà. Puis on a démarré, le temps de faire la construction du petit studio, 16 pistes à l'époque, et tout ça. On a démarré après, en 1985. On a commencé à distribuer l'album aussi de Josimas, qui n'a pas marché du tout, mais du tout. On a dû vendre... À l'époque, alors voilà, c'était ça le procédé. On allait chez tous les disquaires, puisqu'il y en avait partout des disquaires. C'était à l'époque où il y avait des CD. À l'époque du physique. Ah non, à l'époque il y avait... du vinyle. Ah, du vinyle. Oui, effectivement. Oui, à l'époque du vinyle, il n'y avait pas de CD. Oui, effectivement, à l'époque du vinyle, oui. Il démarrait un petit peu en France, mais en Martinique, c'était pas encore présent, en fait. Donc, on a commencé avec le vinyle, avec Josimas. Et donc, on allait chez les disquaires. J'étais accompagnée d'un ami de Jean-Michel qui est décédé également, Tony Delcharme. Et donc, on faisait tous les disquaires. Donc, il y avait de la prospection. Il distribuait ses livres. Parce qu'il était... Et après, il a... Si tu peux mettre ton casque également. Ah oui. Voilà, comme ça va mieux. On va mieux entendre le retour. Oui. Voilà. Et donc, on allait donc dans chaque commune. Et les disquaires me disaient, on va t'acheter un vinyle, mais si ça fonctionne, on fera une cassette avec tous les titres qui fonctionnaient à l'époque. Bon, comme ça fonctionnait. Comme ça n'a pas fonctionné, je ne pense pas qu'il y ait eu... Mais au moins,
sur Mais les je- cassettes. Mais j'ai envie de dire, au moins, ça a permis de mettre le pied dans l'étrier, à savoir de se placer dans l'industrie musicale martiniquaise. Absolument, ça a été ça. C'était ça d'abord, Ça a été le déclic. c'était le déclic. Même si ça n'a pas fonctionné, on a été têtus et on s'est dit, ben, on va continuer la production. Parce que, effectivement, quand je regarde un petit peu, parce qu'à travers mes recherches, j'ai vu effectivement, c'était en 1983. Voilà. Je suis arrivée en 1983. 1983. Voilà. Et puis, Le temps de faire le studio, le temps de la mise en place. la mise en place, etc., le temps de fabriquer le vinyle et tout ça, on a commencé en 1986. Donc, il y avait aussi du pressage de vinyle alors. Pressage de vinyle. Ah, donc, ok. Donc, il y avait. Voilà. Donc, c'était vraiment. Donc, vous avez créé un label. Donc on a créé le label. Alors le label, Hibiscus, parce que c'est la fleur de la Martinique, Mhm. mais c'est aussi, on était hébergés dans la famille à la rue des Hibiscus à Clairières. Ah. Voilà. C'est beau, hein? Je comprends mieux. Mais qu'on m'explique aussi un petit peu, c'est quoi d'abord aussi, c'est quoi un label là? C'est la production, c'est quoi Alors exactement? un label de production, eh bien, c'est tout simplement faire un choix d'un artiste, la gestion d'un artiste. Alors, c'est plus comme ça hein, maintenant, hein, ça a évolué. Mais à l'époque, Mais c'était à l'époque, c'était ça. L'artiste venait, il faisait sa promotion, on prenait ses rendez-vous radio, voilà, on faisait des biographies. c'était un peu manager aussi alors. On faisait Le du management. Le management. On faisait du management. Et il y avait aussi, parce que il y avait aussi, donc s'il y avait le pressage, donc il y avait la distribution, il y avait la fabrication du vinyle à l'époque. Voilà. Il y avait également, il y avait également qu'on appelle ça encore, une production. Ah oui, Ah. bien sûr. Avec la salle d'enregistrement pour pouvoir enregistrer, donc, prise de voix, tout ça. Voilà, on n'avait pas de studio quand on a commencé. On n'avait pas de studio, d'accord. Studio d'enregistrement, voilà, c'est le terme que je cherchais. Le studio d'enregistrement donc, de Josima, c'était le studio plus 30, c'était un super studio. Hein, et après, donc, ça nous a donné l'envie, en effet, de monter ce 16 pistes. C'est quoi un 16 pistes? Alors, un 16 pistes, ça permet, en fait, à chaque piste, sur un magnétophone professionnel, hein, avec une console professionnelle, de positionner les différents instruments, la basse, la batterie, la guitare, les voix, voilà. Un peu comme de l'arrangement alors. C'est de l'arrangement? Alors, on enregistre, et puis après on mixe. D'accord, ok, au niveau du mixage. D'accord, ok. Au niveau du mixage. Ok. Et donc, après, on s'est dit, on va pas en rester là. Donc, ce petit studio 16 pistes était monté. Donc, on a produit le deuxième vinyle. C'était Pipo et Marlène, chant de Fernand Donatien. Alors, Pipo, Jean-Philippe Martelly. Non, Pipo Gertrude. Pipo Gertrude, voilà. Il faut préciser, Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs Pipo. Voilà, donc Pipo Gertrude. Ah, ok. Et voilà. Et donc, des belles chansons de Fernand Donatien, hein, qui à l'époque, voilà. Un peu vers du boléro alors. On était plus begin. Plus begin, d'accord, ok. Voilà, on était plus begin. Et puis, un album qui a eu une reconnaissance, hein, on va dire, mais qui n'était pas dans l'air du temps, puisque à cette époque, on est arrivé avec The Class et Seul Médicament Nuit. Donc, c'était à l'époque des Cassaves. C'était à l'époque de Cassaves. D'accord. Donc, quand je suis arrivée, moi aussi, c'était la musique haïtienne. Voilà. Et après, on est passé... Tabou Combo. Voilà, en fait, la musique haïtienne, en règle générale, les frères des gens, etc. Et puis après, on a fait deux albums, un petit peu dans l'heure du temps, un petit peu Akayuman et Cristal. C'était un petit peu pour sortir un produit jeune, en fait, par rapport à ce qu'il y avait sur le marché. Et puis après, on a enchaîné avec Tony Chasseur, Danser Soleil. Dans ces soleils, c'est pour ça le mot doudou. Ouais, je me rappelle, voilà, oui. Voilà. Donc, Dans ces soleils, Tony Chasseur, qui a été vraiment un succès, hein, par contre, Tony Chasseur. Ça a bien marché. Les gens ont reconnu, on a été reconnus aussi à partir de cet album, je pense. Pour expliquer également à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent là ce soir,
Vous êtes quand même un label qui a produit, je me disais ça Tout à juste l'heure. avant, Oui. près de 300 albums. Alors, pas spécialement que production, hein. Peut-être 200 productions, C'est comme sans licence et sans distribution. Enfin, là, j'en ai mis 400, mais bon, c'est pas grave. Euh, disons que, en fait, oui, nous gérions à peu près 300 albums. J'ai vu, Nous gérions. j'ai vu qu'il y avait des artistes comme Kali, comme Éric Viriel, comme Dédé Saint-Prix, comme Quack, Taxi Créole, Eugène Mona aussi, Ah, oui. Marseille. Ouais. J'ai dit Quack? Oui, il y avait Quack Il y avait également. Quack, Jean-Luc Goanel, Jean-Luc aussi, Goanel, Sweetie Doudou, voilà. hein, Sweetie Doudou, c'est un classique aussi, un classique parmi les classiques de la musique antillaise. Max Français, Max, la route Chanfleur. Max Français aussi. Et oui. Donc, J'ai fait 4 albums avec Max. Donc, c'est vraiment des artistes de renom. Et comment ça s'est passé également? Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à certaines rencontres? Est-ce que ce sont des artistes que on t'a suggéré? Est-ce que ce sont des artistes que vous avez entendus et puis vous vous êtes dit, ah non, il y a quelque chose, faut nous aller, ouais, c'est Oui, tard. il y a une histoire avec chaque artiste, en fait. Hein. Donc, ça serait un peu long, en 1h30. Peut-être pas tous les artistes, bien sûr, parce que bon, déjà... Max était très on l'appelait Tonton Max, hein, c'était son surnom, quoi. Déjà, c'était le tonton de Cali aussi. Oui, c'était le Tonton de Cali, mais à Hibiscus, c'était Tonton Max. Et moi, j'avais un très bon rapport avec Max. C'était pas facile avec tout le monde, avec moi, ça matchait bien. Après, Max est décédé en 2004. J'ai géré ses dernières affaires aussi. Voilà. Et puis après, il y a eu Taxi Créole. Faut pas oublier, hein, Taxi Créole aussi un petit peu avant. Un groupe à succès également. Oui. Mais excuse-moi, parce que je t'ai fait sauter de pas, et là je voudrais revenir sur le pas que tu expliquais tout à l'heure là. Non, parce que tu disais que il y a eu la rencontre avec Tony Chasseur dans ses soleils. Mais comment ça se passait au niveau du label? Vous signiez des artistes, donc les artistes, ils étaient signés chez vous. Alors, quand on est arrivé en 1984-85, en fait, je pense qu'on a, disons que les producteurs n'avaient pas de contrat. Ça n'existait pas, le contrat. Pratiquement pas. Donc, en fait, on a voulu que chaque artiste ait son contrat, qu'il n'y avait pas d'éditeur non plus. Hein. Il y avait des éditeurs à l'extérieur, mais il n'y en avait pas en Martinique. On a été un des premiers éditeurs de la Martinique. D'accord. Donc, l'édition, ça consiste à quoi? Excuse-moi, c'est comme si on était sous les bancs de l'école pour aussi expliquer. Absolument. Oui, c'est vrai que moi j'ai l'impression que tout le monde connaît. Les auditeurs, je vais leur expliquer. Donc, en fait, on a le métier de producteur. Donc, c'est le choix en se disant, bon voilà, j'investis sur un artiste avec mon studio d'enregistrement pour faire fabriquer l'album, etc., etc. Le métier d'éditeur, en fait, il garantit à l'œuvre de vivre le plus longtemps possible. C'est ça, un éditeur. Et pour cela, évidemment, il y a des moyens promotionnels. Hein, que ce soit le management en fait partie aussi, hein, les clips, il y a tout un tas de procédés qui ont peut-être un peu changé. Je me rappelle aussi à cette époque-là, on disait que le clip coûtait très très cher. Les prestataires, on en a eu beaucoup et je pense que tout le monde a bien vécu avec Hibiscus Records. Hein. Je n'aime pas le nom, hein, mais il y en a beaucoup. Qui ont profité. Voilà, et puis donc les artistes, en fait, les interprètes, avaient des royalties, des redevances sur chaque CD, vinyle, chaque support vendu. Donc, alors Jean-Michel était reconnu comme peut-être l'artiste, moi j'étais reconnue comme celle qu'on aimait bien voir,
parce que c'est moi qui gérais la partie royalty D'accord, ok. et les petits virements, les petits chèques. À l'époque, c'était des chèques. Hein, donc, tous les trimestres, ben, il fallait dire voir dans les lettres pour avoir les petits sous-sous. Donc, il y avait... Ben, c'était pas des petits sous-sous à l'époque. Hein. et Maintenant, c'est des petits sous-sous. donc, à cette époque-là aussi, il y avait un travail avec la SACEM aussi. Oui, oui, oui. Christian Boutan, l'ancien directeur, nous a permis, hein, enfin, il y en avait un autre avant lui, hein, bien sûr, on nous a permis de faire des dépôts sans les partitions. Donc à l'époque, c'est vrai que les musiciens ne jouaient pas, n'avaient pas besoin de partitions pour faire de la musique. Hein. Donc on est dans un développement en fait de la profession, quoi, à partir du moment où on est arrivé. Au fur et à mesure, après, on a posé les partitions. Donc, quand je regarde Hibiscus Records, vous étiez l'un des premiers à l'édition. Voilà, on a professionnalisé en fait une profession, enfin deux professions, le producteur et l'éditeur. Et vous étiez, ben, comme, il y avait, mais ça n'existait pas encore à cette époque-là en Martinique? Alors, il y avait des producteurs, mais qui n'avaient pas forcément de contrat. D'accord. Voilà. Donc, c'était particulier également. Donc, quand Kali chantait La Vie Artiste Red, c'était compliqué dans un peu, que ce soit à la production, que ce soit également au niveau des chanteurs, alors. Moi, je dirais pas que c'est compliqué. Bon, ça a été. En fait, les artistes se sont dit bon, bah, par exemple, Jean-Michel a rencontré Kali. Enfin, nous avons rencontré Kali. Il était avec le 6e continent à l'époque. Hein. On a rencontré Kali dans un hypermarché, je me rappelle très bien. Et Jean-Michel lui a dit écoute, moi, je suis un petit peu marginal dans la musique. Là, c'est le zouk. J'aime le zouk. Parce qu'on avait connu Eric Virgal. Il y avait déjà eu les productions avec Eric Virgal aussi. 88, ouais. D'accord. Virgal, pas fait moins la peine. Encore un gros classique également. Exactement. Et enfin, je cite pas fait moins la peine, mais il y en a. Titres, hein. Et on a eu 4 albums aussi avec Eric Virgal. Et Kali, donc Jean-Michel lui a dit bah écoute, qu'est-ce que tu penses de faire, de prendre des chansons, des droits qui sont des chansons de Saint-Pierre, etc., etc. On va pas utiliser des termes trop techniques. Et puis qu'on en fasse un album. Donc, Kali nous a dit ah, mais moi j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas envie de spécialement chanter. Je veux faire plutôt des titres avec le banjo instrumental. On a réussi à vous arranger. Voilà, à lui dire bon, allez, Kali, fais-nous un petit titre Racine où tu chantes, surtout qu'il chantait très très bien. Et donc, bah, tout le monde était heureux de ce projet et ça a beaucoup marché. Alors, on est à l'Eurovision. Hein. C'est là où je voulais en venir aussi. Mais on se retrouve juste après la publicité et on en discute tout à l'heure. À tout de suite, on vient de s'écouter Kali, Tifi Kango. Toujours dans l'émission Chill Music jusqu'à 21h. On parlait de Kali tout à l'heure là. Oui. Ce morceau-là a été enregistré chez vous également à Hibiscus Records? Alors non, celui-là n'a pas été enregistré, je crois, à Hibiscus Records. Je n'ai pas la mémoire de tout. D'accord. Mais je pense qu'à un moment donné, il est allé ailleurs. Mm-hmm. Il est revenu après au Bercail. Tout simplement. Donc, il y avait quand même aussi, c'est bien de le dire aussi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi ce côté où on laisse l'artiste faire ce qu'il y a à faire. Il y a quand même... Il faut que les artistes aillent voir ailleurs pour comparer, je pense. J'en parlais, et même je ne sais plus c'était quel invité qui m'expliquait, une jeune artiste prometteuse, elle s'appelle Lauraline, et qui travaille souvent avec, elle me disait qu'elle travaille souvent avec un beatmaker, et le beatmaker qui était présent avec elle, qui disait non, des fois je lui dis va travailler avec toute personne, il ne faut pas forcément que travailler qu'avec moi, tu vas rester dans une zone de confort, au moins tu vas savoir, tu vas mieux connaître avec d'autres personnes. Et au moins, ça leur permet également de mieux comprendre aussi un peu, je veux dire, un peu l'industrie et puis, on a de se challenger aussi. Je dis, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des gens qui travaillent autrement que moi, tout simplement. Voilà. Ça, c'est bien de le dire aussi. Mais oui. Parce que c'est pas de la concurrence, effectivement,
Ça reste, On ça reste, s'entend bien. ça Hein. reste de l'art aussi, hein. Ah, bien sûr. Ça, c'est, avant tout, on l'a mis comme business, mais bon, avant tout, ça reste de la musique. Mais oui, absolument. Des fois, les artistes se disent ouais, une discussion c'est bien, mais on va aller voir ailleurs. Qu'après-on bien une discussion. J'aurais aimé que tu nous racontes, parce que j'ai donné des noms tout à l'heure là, mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui ça a interpellé. Monsieur Eugène Mouna. Ah là là, beaucoup de choses à raconter sur Eugène Bon, Mouna. on va pas faire 2 heures, même si que je pense que ça peut durer 2 heures d'explication avec Eugène Mouna. Ouais, non, je vais juste te donner une petite anecdote. Voilà, voilà. Hein, bon, Eugène Mouna, elle nous a été représentée par Fred Pain et Eric Andrieux. Mhm. Parce que Eugène n'était pas facile. Hein. Mouna, c'était quelqu'un très difficile d'approche. Et donc, quand il a vu que Cali fonctionnait, et Discus, il s'est dit, bon, bah, voilà, bon, que je peux aussi fonctionner. Donc c'était après 88 alors. C'était en 4. Alors, il avait fait un concert au Bataclan, à live. Mhm. Et il avait un projet d'un nouvel album, bien sûr, mais la condition pour faire ce projet, c'est qu'il fallait faire aussi le live. Ce qui c'était très facile de faire le live. Hein. Donc, on a fait un album aussi, un vinyle, un CD, il y avait une cassette aussi, une cassette autour. Donc là, l'industrie du vinyle commençait à s'atténuer quelque peu. Oui, alors on en a sorti des vinyles. On a fait presser aussi à un moment donné à Barbade, parce qu'il y avait un presseur à Barbade. Tu avais pris ça, ok, Et d'accord. oui. Et après, on est retourné en France presser. Et donc, Mona, ça a été très long de faire signer son contrat. Ça a été très long de le convaincre. Je pense que j'ai beaucoup été aidée d'Éric Andrieux, en effet, de Fred Pain. Enfin, j'ai été beaucoup entourée à ce moment-là. Et après, on a été reçus chez lui. Voilà, quoi. Il nous a expliqué les métaphores de ses chansons. Enfin, voilà, on a appris beaucoup avec Mona, hein, de toute façon. Et puis après, on a sorti on a commencé à enregistrer son nouvel album. Et son nouvel album, donc, avec ses musiciens de son groupe. Il a fallu lui expliquer que des musiciens de live n'étaient pas forcément des musiciens de studio. C'est pas la même chose, ça n'a pas la même rigueur, etc. Donc ça aussi, ça a été long à expliquer. Donc il a accepté. Il est parti 6 mois sans donner de nouvelles. Voilà, pour l'album Blanc Manger. Blanc Manger, ok. Et puis un jour, il est revenu en disant j'ai pris du recul, j'ai été me baigner, j'ai été à la rivière, j'ai été faire ce qu'il fallait, je suis prêt à recommencer. Donc voilà, ça s'est passé après très, très bien. Et puis des petites anecdotes comme ça que je raconte tout le temps, mais qui sont assez marrantes, c'est que les gens avaient peur de Eugène Mouna. Hein. Il était un petit peu. Voilà, il avait mis des herbes autour du cou un jour, parce que j'avais un torticolis, j'étais assez angoissée à cette époque, peut-être. J'avais arrêté de fumer aussi dans ces âges-là. Et puis, 2 heures après, fini. Les herbes avaient fait leur effet. Voilà, la pharmacopée martiniquaise. Voilà. Et quand les gens arrivaient au studio, ils me disaient mais qu'est-ce qui t'a fait tout ça, bon, voilà. Je dis, c'est pas, ça commence, j'arrive à tourner la tête, donc ça va, tout va bien. Et puis, bon, après, on a été faire la promotion, je l'ai emmené manger au restaurant, il parlait fort, il marchait pieds nus pratiquement, enfin, pas pieds nus, mais bon, avec des petites chaussures fines, alors qu'on était en plein hiver. Je lui ai dit, voilà, tiens, on va acheter une paire de chaussures. Porter sur sa tête des cartons sans CD, il m'a accompagné dans les FNAC pour livrer. Enfin, c'est que des moments de bonheur. Voilà. Vous étiez également à la direction artistique? Alors, c'était plus la partie de Jean-Michel, parce que bon, c'était un artiste. Moi, j'étais la confidente des artistes. J'étais vue comme une personne qui payait. Donc, Mona était venue me voir avant de décéder en me disant Marianne, on n'a pas de CD, mais on va en vendre. Tu vas voir, on va en vendre. Alors, comment elle peut me dire ça? On va en vendre. Pour l'instant, je ne donne pas de chiffres, parce que c'est peu de fou.
Il m'a demandé une avance. Voilà. Et je lui ai dit, voilà, je te donne l'avance. Il n'y a pas de problème. Je ne savais pas qu'il allait mourir quelques temps après. Et on a décidé après sa mort. C'était quel artiste, quel est le premier artiste à avoir eu un gros succès commercial à Hibiscus Records? Alors, pas fait-moi la peine, il y avait bien gars, c'est évident. Avec une communauté beaucoup plus large, la communauté africaine, la communauté haïtienne. Il ne faut pas spécialement des choses légales en CD. Mais bon, Eric a pu faire de nombreuses prestations. Et puis, bon, il est reconnu hein, en Afrique et en Haïti. On a dû vendre à peu près 70 000 exemplaires d'Éric Vergal, pas fait pas la peine. Ah, quand même. Ouais, c'était énorme. À l'époque, Disque d'Or, c'était 100 000, il me semble. C'était 100 000, ouais. Après, ensuite, ils ont Hier, on baissé. m'a posé la question sur quoi. On m'a demandé si j'avais fait un disque d'or. J'ai dit non, j'ai pas fait un disque d'or sur quoi. Mais on a voisiné les 50 000 exemplaires sur quoi. Et il y en a eu, il y a eu 4, dont un qui n'a pas fonctionné. Sur quoi? Parce que, effectivement, je vois que le disque d'or est descendu à 50 000. Maintenant. Voilà. Donc, vous étiez déjà en avance. Il y avait, les disques se vendaient aussi. Il y avait un marché du disque. À l'époque, ça vendait plus à la période du vinyle ou bien à l'époque du disque, à l'époque du CD? Alors, moi, je n'ai pas trop connu le vinyle, hein, mais bon, c'est vrai que c'était un support qui se vendait hein, à l'époque. Hein, on faisait les 3 supports, la cassette, le CD. C'est arrivé très vite avec le CD. Voilà, j'ai jeté beaucoup de vinyle. Beaucoup. Ça s'est stoppé du jour au lendemain. Hibiscus Records a eu le temps de signer des licences internationales? Oui, alors avec le Japon. Avec le Japon. Avec le Japon. Le Japon, à un moment donné, s'intéressait beaucoup à la musique des Antilles, donc à lui, dont Harry Bouboula, parce que j'ai produit aussi Harry Bouboula. Puis il y en a d'autres, hein, Taxi Créole aussi, hein, d'ailleurs, hein, au Japon aussi. Et puis aussi en Espagne. En Espagne aussi. En Espagne aussi. Après, on a intéressé aussi la Caraïbe, puisqu'on a emmené Taxi Créole jouer dans la Caraïbe. On a organisé aussi des spectacles avec Tabou Combo au Zénith, par exemple. Hein. On a fait beaucoup de choses. Donc, vous étiez aussi à l'organisation de live aussi? On était aussi dans l'organisation de live. Alors, à l'époque, c'était aussi en Martinique, aux Mines. Ou alors à Rivière-Salée, ça, je crois. À Rivière-Salée. Ouais, voilà. Des soirées de 2500 personnes. Ah oui. Donc, avec Tabou Combo, avec quoi c'était énorme. C'est moi qui étais la caisse. Donc, c'était vraiment une période phare dans la production martiniquaise. Ah ben, moi, j'ai connu les plus belles périodes de la musique martiniquaise, absolument. Là, on parle dans les années 90, 88, 87. Alors, ça commence, voilà, on va dire en 88, voilà, pour se terminer dans les années 2000. Bon, ça, on va en venir tout à l'heure dans les années 2000. On va parler. Parce que, effectivement, je regardais qu'à une certaine époque, quand tu parlais de Japon. Alors, on faisait le MIDEM. C'est MIDEM. le marché international du disque à Cannes. J'ai dû le faire au moins 6 à 8 fois. Hein. Je ne me rappelle plus hein, exactement, mais énormément. Et c'est là qu'on arrivait à se positionner avec le Japon, avec l'Espagne, avec tout ça. C'est à ce moment-là qu'on faisait les bons deals. Parce que effectivement, au niveau des Japonais, je sais que ils sont venus. Ils sont les journalistes. Parce que je voyais que c'était le groupe Malavoie. Malavoie ils avaient fait un gros concert au Japon et ça avait ramené énormément de personnes également. Cali aussi. Cali aussi. Ah oui. Malavoie, Cali. Absolument. Je sais que Cali, il a été repris de. Il y a beaucoup d'artistes américains, dont un artiste
un gros rappeur américain Q-Tip du groupe Tribe Called Quest qui avait pris également des samples sur un ou deux morceaux de Kali à l'époque. Donc c'est pour dire que Peut-être. Je ne me rappelle pas de tout. c'est pour dire Ben, c'est pour dire que notre musique, la musique martiniquaise, elle est écoutée vraiment de mais partout. elle plaît énormément. Elle plaît énormément à l'international, actuellement, même actuellement. Quoi, hein. Là, on est en train de faire des projets à l'international, avec l'Angleterre, avec la Nouvelle-Zélande. Elle plaît énormément. Encore la semaine dernière, j'étais en invité, il y avait Opak Mas du groupe Papa Tank, et qui nous expliquait ça. Il disait que le son tourne. Il a fait une tournée en Colombie. Et ben, en Colombie, et ben, on écoute de la musique martiniquaise, on écoute du raga, on écoute du zouk. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir que la Caraïbe. La Caraïbe aussi, bien sûr. Vous avez produit que du zouk, que de la musique traditionnelle ou bien également des musiques... Non, on a fait de tout. On a fait du dancehall à l'époque. C'est avec quand on a sorti Quack, quand Jean-Michel s'occupait de Quack, moi je m'occupais de MC Janik. On avait chacun... Le premier album d'MC Janik? Je ne sais pas si c'est le premier, oui je pense. Oui, c'est le premier, oui. C'est MC Beaucoup. MC Beaucoup, c'est un très gros classique cet album-là. Ouais. C'est une discussion. Et comment ça s'est passé? Le truc, c'est que je vais avancer sur le fil conducteur, mais tu me parles d'MC Janik. Comment ça s'est passé la rencontre avec MC Janik? MC Janik, c'est un amour. Enfin bon, je veux dire, il n'y a pas un artiste que je ne peux pas dire que j'aime pas. Je veux dire, je les aime tous. Mais MC Janik, on avait une relation très forte, tous les deux, quoi, en fait. Hein. Il sait s'il nous écoute, il sait que je l'aime beaucoup. Et donc, à un moment donné, évidemment, il a été signé par une major compagnie. Hein, donc, il était au secteur A aussi à un moment, il est pas. Secteur A, voilà. Il avait un autre éditeur à l'intérieur, enfin, une major compagnie, tout ça. Hein, il a fait du chemin ici. Hein. Mais ça fait plaisir de savoir qu'il a commencé avec Hibiscus Records. Oui, j'en suis fière. Il y a de quoi. Donc, on parlait 88, époque phare, jusqu'à 2000. On a parlé de Tony Chasseur. Donc, à cette époque-là, il y avait des concerts qui s'effectuaient au Zénith. Il y avait les Midem. Il y avait des contacts avec les Japonais, les Espagnols. Alors, il y a eu un développement aussi avec... alors, il y avait le développement en Martinique. Il y avait le développement donc, en France, à Paris, parce que j'avais aussi un bureau à Paris. Hein, il y avait aussi un bureau en Guadeloupe. Il y avait un bureau au Canada. Au Canada aussi. Et oui, pour toucher la communauté haïtienne et africaine également. Hein. Donc, on s'était positionné avec un magasin de musique du monde de 250 mètres carrés. Hein. Donc, c'était pas rien. J'avais le magasin aussi de l'aéroport. Ah oui, je me rappelle. Donc, voilà, c'était pour toucher les touristes, puis aussi les locaux, quoi, hein, parce qu'il y avait beaucoup de locaux qui venaient acheter. Hein, le magasin tournait très bien. Donc, ça fait plaisir d'entendre autant d'artistes, parce que je vois qu'il n'y avait que des gros artistes de toute façon, parce qu'on passe en des Rivière Gal, en passant par Eugène Monab, par MC Janik, Tony Chasseur, ça fait pas. Et comment ça se passait au niveau de cette gestion-là, cette gestion humaine, cette gestion financière avec autant d'ego, parce que là, c'est pas des petits artistes. Donc, comment ça se passait au niveau de cette gestion-là? Tu disais que toi, tu étais plus dans la confidence. Il y avait des fois ça pétait ou bien vous arriviez à calmer certaines choses? Moi, j'ai un caractère où je calme les gens. Jean-Michel, ça pétait. C'était pas la même chose. Il était plus rentre dedans, quoi, on va dire. Moi, ça m'est arrivé de m'énerver aussi. Hein, voilà, quand je n'étais pas contente. Après tout ça d'années, j'imagine bien. Voilà, ça m'est arrivé. Mais j'en tiens pas rigueur à personne, quoi, je veux dire. Hein. Moi, je suis d'un caractère calme, et puis je me dis que chacun fait sa route, hein, tout simplement. Hein, mais bon, je pense qu'ils vont reconnaître le travail qu'Hibiscus Records est en train de développer aussi. Hein, de toute façon, hein. Je ne le développe pas toute seule, j'ai un collaborateur
Ça, on va en parler également, Voilà. effectivement, puisque là, il y avait cette partie de l'histoire pour bien montrer également, parce que eh ben, vous avez fait un très gros travail au début, ton mari et toi, avec Absolument. J'avais 20 salariés. avec des Ouais. salariés, avec des entreprises au Japon, en France, des tournées, des événements, des gros artistes. Des gens qui nous aidaient à manager les artistes, des attachés de presse, enfin, etc., etc. C'était une époque plus facile. Non, je ne pense pas que ça soit plus facile à gérer le personnel. Ça a été une période difficile aussi à gérer le personnel. Est-ce que c'était une époque aussi, quand je disais plus facile, c'était au niveau de la fluidité avec je dirais les partenaires, c'est-à-dire aller voir les télés, euh, organiser des événements, rencontrer la population. Est-ce que on ressentait, il y avait un meilleur échange ou bien c'était quasiment la même chose jusqu'à maintenant? Ben, La même chose jusqu'à maintenant. ben, après, moi j'ai aimé. C'était Vraiment, je regrette rien de ce que j'ai fait. Rien. Enfin, je veux dire, on a fait des choses, le lundi au marin, la pointe du marin. Pourquoi on a fait, voilà, avec Versailles, des concerts de tabou combo. J'ai organisé des carnavals, des soirées carnaval où j'arrivais de France à toute vitesse, hop, hop, j'avais dit aux employés, bon allez hop, vous faites ça, 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 ça. Mon mari aussi, hein, bien évidemment, parce qu'on ne voyageait pas beaucoup tous les deux, quoi, hein. Il y en avait toujours un qui restait, hein, de toute façon. C'était très rare quand on partait en vacances. Mais ça allait, de toute façon, même si c'était resté ici, vous viviez toujours, je dirais, à 100 à l'heure. Il y avait toujours des choses à faire. Toujours. Avec une multitude d'artistes comme ça ne finissait pas. Ouais. Donc, on arrive à une période de sommeil. Alors après, donc on a produit, le dernier album qui a été produit, c'était Mahogany, avec Manuel Césaire. Un très bel album. Et puis un album de Valérie Louis. Je sais que l'album Mahogany, il y avait énormément de musiciens. Ah bah oui, c'était un petit peu pas dans la lancée des Malavoie, mais c'est un petit peu le même registre, il me semble. Voilà. Donc, il faut savoir qu'Hibiscus Record a eu un studio qui est fermé, hein, qui a fermé en 2008. Hein. Après le décès de mon mari, on m'a dit, ça y est, c'est le déclin du CD, c'est le déclin de la profession, il faut te séparer de la console et du matériel. Donc, il y a mon ancien ingénieur, Yvandra, qui m'a racheté une partie du matériel et la console, donc la MSSL, est partie en France. Puis j'ai donné quelques petites choses comme ça, des gens que j'aimais bien, voilà. De reconnaissance. Donc c'était en 2008 ça? C'était en 2008. Après j'ai continué en tant que grossiste, parce que j'avais déjà commencé en tant que grossiste dans les magasins, les hypermarchés. J'avais l'exclusivité de toute la musique, de tous les CD, tout genre confondu, musique française, musique jamaïcaine, etc., etc. Donc j'ai écouté beaucoup de musique à ce moment-là. C'est vrai que souvent, je repérais ce qui marchait pas pour commander, parce que c'était un risque aussi, hein, tout ça. On travaillait avec VP Records à l'époque. VP, en Jamaïque, oui, bien sûr, oui. Donc c'était l'époque phare également avec les Buju Banton, tout ça, tout ça. Ils sont venus nous voir, eux aussi, au moins 3 fois. Moi, je suis allée les voir à Miami. Voilà, c'était une période faste. Hein, et puis après, au fur et à mesure, les rayons de CD ont disparu. Enfin, ils étaient de plus en plus petits. Et en 2016, les hypermarchés m'ont dit on arrête. En 2016. Ouais. Une date marquante. En 2016, on arrête. Ils m'ont donné 1 an pour faire disparaître tous les CD, etc. Donc j'ai vendu des CD à 1 euro. Que j'aurais pas dû vendre. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire de tous ces CD? J'ai pas de place. Ça, je me rappelle, je me rappelle aussi d'avoir acheté un album de Mali
À Eh cette oui, époque-là, je eh crois que oui. c'était 1 ou 3 euros. Ah oui, c'était ça. 1 Ouais. ou 3 euros selon la cote Ça, je d'artiste m'en, et selon le stock. moi, Voilà. ça, je me rappelle ça. Oui, Voilà. parce que je disais le CD, parce que j'étais un grand amateur, grand acheteur de CD, Ouais, que ce soit, c'était les époques de Nuggets, etc. exactement. Et ça, les CD se vendaient, voilà. Ouais. Donc, ah Donc on oui. a travaillé avec Nuggets, la Ligue entière, tout le monde, quoi, évidemment. Donc à cette époque-là, oui, on a commencé, le déclin du CD a commencé en 2004. À peu près. 2004. 2004, ouais. Les dernières productions se sont pratiquement pas Avec vendues. l'arrivée des MP3, de YouTube. Alors, il y avait le téléchargement légal, évidemment, le site internet, Puis il tout y avait ça. aussi l'illégal avec les émules, etc. Et puis, il y avait l'illégal. Voilà. Il y avait l'illégal, il y avait des CD qui étaient gravés dans certains magasins qu'on vendait sous le manteau. Donc, j'ai connu toutes ces périodes-là. Bon, voilà, chacun. Et puis après, les artistes ont pris leur envol sur le live parce que, évidemment, ils ne pouvaient pas se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, ils ont bien fait aussi, ils ont choisi Il aussi. fallait se renouveler. Il fallait se renouveler, absolument. Donc, tout le monde s'est renouvelé. Moi, je me suis renouvelée à un moment donné en me disant, il faut que je rende ma maison familiale. Mhm. J'ai géré pour le mieux, quoi. Enfin, je dirais, le déclin, tout simplement, en me disant, je m'occupais du mobilier. Donc, j'ai une période, à creux, et où je me suis occupée du mobilier, ce qui m'a permis aussi de vivre tout à fait correctement. Voilà. Mais je m'ennuyais. Mais tout simplement, je m'ennuyais. Je sais qu'il y a beaucoup aussi de producteurs, beaucoup de labels aussi, que je vois un petit peu, qui se sont mis à l'organisation, à l'événementiel. Tu n'y avais pas pensé à l'époque aussi? Si, j'ai beaucoup pensé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Maëlle, continue dans l'événementiel. Bien sûr que j'ai pensé. Il y avait beaucoup de gens, même des animateurs radio à l'époque, qui disaient, tout le monde s'organise. Moi, j'ai pas envie de prendre de risques financiers pour l'instant. Je préférais rester dans l'immobilier et puis de dire, tiens, je mise sur ce spectacle. C'est pas toujours facile de miser sur un spectacle au bon moment, la bonne date, que ce soit pas une saison trop pluvieuse, etc. Tout à Il y a fait. plein de critères. Ouais. Moi, Le début du mois, voilà. Voilà, je les connais bien. Parce on peut Voilà. faire un événement le 22 et puis les gens n'ont pas forcément les Voilà, eaux. Et on voilà. le fait les débuts du mois, c'est autre chose. Hein. Exactement. Donc tous ces critères sont restés dans ma tête, bien sûr. Des formations professionnelles, j'ai envie de dire. Oui. Ah oui, ça revient très très vite. Donc, 2016, les CD sont en déclin. 2008, Hibiscus Records, plus de studios d'enregistrement. Plus de studio, plus de production. Voilà. Donc j'ai commencé à faire des compiles des Rivières, enfin bon, j'ai commencé. Comme des best-of? Ouais, des best-of. En disant, quand même, je ne peux pas arrêter comme ça. J'ai voulu faire un best-of de Nina, puis j'ai pas eu le temps encore, parce qu'il n'y avait plus de rayons. Donc ça ne servait à rien de faire un best-of. Et au niveau des plateformes? Alors, les plateformes, j'ai commencé en 2004. Donc, j'étais un petit peu BIV, mon distributeur numérique. Ils étaient à 3. Maintenant, ils sont à je ne sais combien. Ils se sont développés incroyables. Et en 2004, ils étaient à 3. Et donc, j'ai en partie mis pas mal de CD, mais j'ai pas tout mis. Tous les CD qui n'ont pas fonctionné, en fait, je me suis dit, bon, ça sert à quoi de mettre des CD qui n'ont pas fonctionné. Et donc, j'ai rencontré Mike Bonheur, mon collaborateur, qui prend le relais, en fait, de tout ce travail qu'il y a à faire, tout simplement. On le fait petit à petit. Parce qu'effectivement, parce que 2004, mais après, les années qui ont suivi, il y a eu les Spotify, il y a eu les Apple Music, il y a Tidal. Comment ça s'est passé? Attends, ce qu'on fait, on écoute la publicité, un morceau, et on retourne juste après. On parle de plateforme. Voilà, tout de suite. En 2024, Demoiselle 10, Maman m'a pas dit, en featuring Sebi. La 2024,
Waouh. Pour tous ceux qui regardent via TikTok, il y avait certaines confidences. On entend une flûte d'entrée. Ah. On va l'expliquer également aux auditeurs et auditrices d'RBR, l'histoire de ce morceau. Et puis également, on continue encore avec l'histoire d'Hibiscus Record. Hein. Là maintenant, en 2024. Tout à l'heure, on expliquait également le déclin du CD. Il y a le digital qui commence à arriver. Il faut se réadapter. Et on est de retour dans votre émission. On est de retour tout de suite. Voilà, voilà, voilà. Ça va, Marilène? Ça va très très bien. Tranquillement? Ah, je suis très contente d'expliquer à RDR toute la vie de Hibiscus Records pour arriver à l'avenir, évidemment. Effectivement, il y a toujours une base, il y a un présent, et puis la suite, et puis tant qu'il y a du travail. Parce que ce que moi je comprends également, ça a été beaucoup de travail à une certaine époque, beaucoup de personnes à gérer, un silence Un silence, par rapport au fait de vie. absolument. Ok. Et là maintenant, une renaissance. Et là maintenant, on est dans la phase de renaissance. Tu as tout compris. C'est bien ça? Je C'est suis bien vu? ça. Ça, c'est Alors, Demoiselle 10, on en parle un petit peu quand même. Hein. Donc, en début 2024, me semble, quelque chose comme ça, elle m'a appelé. J'avais déjà repris. J'avais pas repris. C'est humainement. Voilà, je lui ai dit, écoute, fais-moi écouter ce que tu es en train. Elle me dit, voilà, je voudrais utiliser la flûte de Germona en intro, puis faire une chanson, etc., une production, tout ça. J'ai dit, écoute, envoie-moi le titre. J'ai besoin d'écouter avant de donner une autorisation. Ah, effectivement, puisque pour sampler des morceaux, il faut passer par l'éditeur. Et vu que tous ces artistes étaient produits chez toi et vous avez Exactement. les droits d'édition, ils sont obligés de passer par toi. Absolument. D'accord. Chaque fois, on Donc est ce obligé lien, de donc demander même une si tu étais en autorisation. sommeil, tu avais toujours ce lien constant avec la musique. Ben, bien sûr. Parce sûr. parce que ce sont des arts, parce que avec disons autant que d'art. le catalogue était là, quoi. Hein. Donc les gens ne savaient pas que moi j'avais spécialement arrêté. Donc ils s'en doutaient peut-être un petit peu, je ne sais pas. Mais je me suis retirée du milieu, quoi, en tous les cas. Parce que Mais humainement, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, j'ai besoin d'une autorisation. J'ai dit, moi, je vais écouter, hein, parce que voilà, il ne faut pas dénaturer Gelmona. Hein. Et puis, je suis d'accord, sans problème. Quoi, hein. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé ce titre. Beaucoup. donc ça, c'était en 2024. Et effectivement, quand je repense aussi à l'édition, quand tu parlais, je pensais aussi à... C'est faire vivre une œuvre, un éditeur. Je pensais aussi à l'album Héritage Mona. Ouais, aussi. Je pensais à l'Héritage Mona qui avait été produit par Joël Jacoulet aussi. Donc c'est également le même principe. C'est pareil. Hein, c'est une autorisation. C'est des autorisations. Des autorisations comment ça se passe sans indiscrétion? Alors, il y a des fois que c'est payant. Il y a des fois, quand on se connaît, on accepte parce que ça fait vivre des œuvres et que ça fait vivre des auteurs-compositeurs que j'ai en édition, tout simplement. Ok, ouais, aussi. Parce que ça ouais, permet clair, de faire vivre des œuvres et des auteurs-compositeurs. Non, puisque il n'y a pas que toi par rapport à tout ça. Il y a également, comme tu disais, les auteurs-compositeurs. Il y a la famille aussi, par exemple, avec les titres de Mona aussi, j'imagine. Oui, alors c'est moi qui gère. Hein. Après, c'est la SACEM qui reverse. Ah, voilà. Voilà. Moi, j'ai été donc, à la commission SACEM pendant 3 ans, où on a analysé des œuvres aussi, ce qui permet c'est marrant parce qu'on était une commission, on votait exactement la même chose. Donc, en fait, mon oreille, ça va, quoi. Elle est là, quoi. Hein. Et donc, cela leur permet d'avoir des aides à l'autoproduction. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, nous en sommes à l'autoproduction. Quand il n'y a plus de studio, quand il n'y a plus de producteurs, bon, il y a des anciens producteurs, évidemment, hein, qui vont faire revivre les productions. Mais à l'heure actuelle, on en est au stade où on se dit, s'il faut développer Hibiscus Records, c'est avec de l'autoproduction. Voilà. Et là, on va en venir
de cette renaissance. Et là, Il y a on eu, est à la voilà, Renaissance. donc il y a Demoiselle 10 qui t'a contacté pour l'autorisation de la flûte en intro sur le morceau. Voilà. La renaissance d'Hibiscus Record, elle s'effectue comment? Il y a le studio d'enregistrement, comment ça se passe? Plus de studio d'enregistrement. Plus de studio. Là, C'est toujours un label. c'est toujours un label, c'est Mhm. toujours une entreprise. De toute façon, Hibiscus Record n'a jamais fermé. Non, Hibiscus Records, C'était en sommeil, mais c'est ça en n'a sommeil. jamais fermé. Non, non, non. Et donc, j'ai pu, par mes propres moyens, garder Hibiscus Records. Mais il y a quand même des charges à payer, même en étant en sommeil, Oui. financièrement, fiscalement aussi. Et oui, Voilà, oui. donc Oui, voilà. En tant que chef d'entreprise, eh ben, je me disais, bon, il y a quelques rentrées, ça permet de payer des charges sociales, la CFE. Là, il n'y avait plus les etc., salariés comme à l'époque. puis de salariés. Voilà. Et là, On j'imagine reprend à 2 personnes. à 2 personnes. Voilà, Mike Conner, Mhm. mon collaborateur, qui est un label aussi, il n'a pas de discours à gérer, voilà, et moi-même. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, à un moment donné, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui peuvent nous aider, moi, je suis preneuse. Donc, mais comment ça s'est passé d'entreprise au Canada, en France, les contacts d'antan, tout ça, le sommeil et maintenant reprendre? Parce que là, maintenant, c'est comme si que là, c'est reprendre à zéro. Comment ça se passe cette reprise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Hélène, elle a toujours dans sa petite tête, elle veut créer des événements. Parce que là, maintenant, tu reprends seul aussi. Mais non, avec des associés aussi, avec la famille. Avec la famille. Bon, mais la famille, chacun, je veux dire, Va casser ses occupations. voilà, exactement, ils sont en France. Ma fille est dans la recherche, elle ne peut pas venir travailler ici, de toute façon. Je l'ai incité à faire des études, donc voilà. Et puis Marseille, et puis Laetitia vit en Bourgogne avec son mari qui a une entreprise aussi, donc elle connaît le monde du travail. Entrepreneurial, oui. Absolument. Et ma fille qui va se mettre à son compte. Voilà, Voilà. voilà. Et donc, on reprend à 2. Comment ça se passe la reprise? C'est corriger les erreurs du passé. Tu as repris l'année dernière? Tu as repris cette année? Alors, j'ai pris la décision de reprendre en avril 2025? 2025. D'accord. Donc il y avait des discussions, c'est-à-dire toujours dans l'édition, on vient te voir, tout ça, voilà. Mais après ça, tu t'es dit, tu reprends Hibiscus Record, le label, complètement en avril 2025. Alors en avril 2025, voilà, je prends la décision de reprendre. Je pars en France marier ma fille, je perds un ami, Pierre Lafarge, et je reviens. Pierre Lafarge qui travaille à Martinique Première à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc je suis venue pour l'enterrer parce qu'il a dormi à la maison avant de partir. Enfin, je vais raconter toute ma vie, quoi, voilà, mais bon, c'est un petit peu ça. La reprise, ça a été difficile, la reprise. Et puis en juillet, j'ai signé un contrat de 5 ans avec Mike. On ne va pas faire tout aujourd'hui, mais c'est vrai que moi je vais aller vite. Je vais aller vite parce que on n'a pas le même âge. Et puis j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. C'est envie de transmettre ou bien c'est envie de t'investir? Pourquoi? Alors, parce que j'ai envie de dire que limite, tu n'as pas... transmettre la musique que j'ai créée, que j'ai produite aux jeunes Martiniquais. À la Martinique. Je ne sais pas comment je serai dans 5 ans. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis vraiment en forme. Mais bon, je veux dire, voilà, j'ai rien à cacher, j'ai 64 ans. Mais parce que limite, j'ai envie de dire que tu n'as rien à démontrer à personne. La carrière, Hibiscus Record, de par le nom, ça démontre déjà tout ce qui a déjà été fait. Donc pourquoi avoir eu cette envie-là de te dire, bon, je reprends? C'est une stratégie avec Mike Conner, de toute façon, voilà, je ne peux pas fermer ce catalogue en me disant ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Le travail que j'ai effectué, voilà, il s'éteint. Je vends le catalogue à quelqu'un, par exemple, allez hop.
Parce que j'ai envie de Qui dire, de j'ai mieux même que moi, j'ai même envie de dire qui financièrement, tu de aurais mieux fait que plus aussi. moi peut connaître le label Hibiscus Records et ses artistes? Qui mieux? Voilà, Euh, c'est tout ce que je vais dire. Ce qu'on disait aussi, excuse-moi de t'interrompre, en antenne, tout à l'heure, tout Oui, à l'heure, oui, quand quand on avait été avec chercher les quelque clés, chose qui manquait. tu expliquais que pour toi, Hibiscus Records, c'était ton bébé. Oui, oui, c'est une entreprise qu'on confie à un collaborateur. S'il n'y a pas la transparence, si on s'entend pas bien, à un moment donné, il n'y aura pas une belle collaboration. C'est pour, Et il le sait. c'est pourquoi aussi que j'ai envie de dire que c'est parce que revendre les éditions, Il n'en revendre, est pas question. j'ai envie de dire que limite financièrement, Moi, c'est le développement qui m'intéresse. tu serais largement à l'abri, encore plus à l'abri si tu devais vendre tout ça avec ce catalogue-là. Voilà. Donc c'est vraiment Je quelque suis chose dans le futur. ancré en Voilà. soi là. Je suis dans le futur. Je ne vais pas revendre cette entreprise qui me tient à cœur. J'ai trop travaillé pour ça. Non mais c'est important de le dire, hein, Mais bien parce sûr, que tout ne s'achète pas. Non. Tout ne se monnaie pas comme ça alors. Absolument, non. Moi, je suis ferme. Hein. Je ne vendrai pas cette entreprise. Ça, c'est sûr. Trop d'histoire. Trop d'histoire. Trop d'histoire, et puis la faire partager avec la Martinique et les Martiniquais, les jeunes Martiniquais aussi, hein, qui ne la connaissent pas forcément, cette musique. Tout à l'heure, là, tu parlais de Demoiselle 10 qui est venue vers toi, qui t'a, par rapport à l'autorisation de la Je ne flûte. suis pas la productrice, elle est. Oui, totalement, mais elle est venue, voilà. Cette écoute de la nouvelle génération, comme Hibiscus Records a repris, je dirais, en tant que label. Vous avez des intentions de signer de nouveaux artistes? Comment ça se passe? Absolument. Il y a cette veille, je dirais pas concurrentielle, mais cette veille cette observation au niveau de la scène martiniquaise, la scène musicale? Alors, là, pour l'instant, en effet, j'ai des envies d'événementiel, hein, ça c'est clair, mais je ne vais pas aller faire un spectacle. Alors, je me dis, pourquoi pas, dans quelques temps, faire avec tous mes artistes à 40 ans d'Hibiscus Records. Mais est-ce qu'il y a une prospection de nouveaux artistes? Oui. Alors, il n'y a pas une prospection, ils viennent à nous, parce qu'ils savent, je pense, ce qu'on peut apporter, quoi, je veux dire, avec mon vécu, avec un label qui a su tenir. Il n'y a pas de 36 boîtes, hein, c'est Hibiscus Records depuis sa création. Quoi, hein, depuis 40 ans, depuis 83. Exactement, exactement. Donc ça veut dire que voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette entité aussi longtemps, quoi, hein, en fait. Hein, donc c'est du solide. Quoi. Est-ce que tu es refermé à un registre musical ou est-ce que tu es ouvert à tout? À tout. À tout. J'ai envie d'écouter plein de choses. Voilà, tout simplement. Mais bon, après, soit ça parle, soit ça parle pas. J'écoute, et soit ça, voilà, tout simplement. Le choix, parce que tu expliquais qu'avant, tu étais plus dans le côté un peu, je dirais, business. Là, maintenant, avec cette compensation plus dans le côté musical, comment ça se passe là maintenant? Parce qu'avant, c'était Jean-Michel qui s'en occupait. C'est-à-dire que Jean-Michel gérait beaucoup la partie artistique. Artistique, oui. Mais bon, le premier projet que j'ai décidé de faire, c'est avec Charles Bas, qui était un confident de Jean-Michel. C'était l'ingénieur, non? Non, Charles Bas, c'est un album que nous avons fait en 91. C'est Jedi, une idée. Et j'ai été le voir pareil à Saint-Martin l'année dernière, mais je ne savais pas que j'allais sortir et discuter et puis avoir un collaborateur. Hein. Je suis allée le voir, j'étais en vacances à Saint-Martin, une petite semaine. Et tout de suite, on ne s'est jamais vraiment perdu avec Charles. Hein. Il m'a appelé de temps en temps et tout ça. Pas des nouvelles, etc. Voilà. Et donc, à un moment donné, je lui dis, je vais reprendre une discussion. J'ai trouvé un collaborateur. Je vais produire un titre. Il faut qu'on sorte ça ensemble. Et ça a été donc le premier projet qu'on a sorti le 26 septembre. Hein,
Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et on a sorti le clip, on a beaucoup de vues sur le clip. Donc Mike est un très bon community manager, il est producteur, il est photographe, et c'est un commercial hors pair, quoi, je veux dire, et il sait monter des stratégies, quoi, voilà, tout simplement. Et quand je lui ai dit il y a un mois aussi, pareil, je lui ai dit, allons dans un restaurant, manger, tu vas voir, l'emplacement est beau, il est magnifique, au Grand Bleu. Qu'est-ce que tu penses d'un événement? Il m'a dit, on n'a pas d'argent, Marianne, sur les discussions Report, tu m'as dit que tu n'as pas d'argent. Je dis non, mais bon, des fois, regrouper des partenaires, etc. J'ai invité les gens de la FNAC, hein, mais c'était que des gens de la culture, hein, bien sûr. Et puis donc des partenaires qui m'ont aidé, la presse, les directeurs d'entreprise, enfin tout ça. Et puis pour remercier mes amis aussi, et puis d'aider Simpli humainement aussi, m'a dit, parce que c'est un projet qu'on va sortir dans l'année 2026. Dédé m'a dit, écoute Marianne, Mike, on va travailler ensemble, c'est acté, je viens faire la prestation avec Demoiselles Églises, voilà. Et c'était que du bonheur. C'est vrai que j'ai pas l'occasion de m'exprimer comme ça en public. Donc j'ai pris ma petite feuille, j'ai lu, mais je vais m'améliorer, voilà. Puis là, je l'avais aujourd'hui, ma petite feuille, hein, mais je ne l'ai pas suivi, quoi. Parole quand même, parole, donc on a beaucoup de choses à dire. Exactement. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre aussi des Saint-Prix parce qu'il vient de ma commune, il vient du François. Donc voilà. Bah oui. François avec Mike la semaine dernière. Voilà, hein. Donc des projets, voilà, qui se construisent à Hibiscus Records et avec Mike Poner, bien sûr. Et de cette époque à maintenant, est-ce que tu vois un gros changement au niveau de l'industrie? Parce que là maintenant, j'avais reçu Joël Jacoulet qui expliquait que au niveau, par exemple, de son label Big Caribbean, il essayait de s'occuper de chaque, je dirais chaque secteur jusqu'au clip. Oui, voilà. C'est ce que Mike fait aussi. Il est vraiment indépendant. Hein, il est photographe. Parce que il réalise des clips, mais là, on ne demande pas à nos artistes. Il ne va pas faire les clips de tous les artistes de Hibiscus Records, mais il peut les conseiller, quoi, artistiquement. Quoi, donc, quand on va à Hibiscus Records, que ce soit dans il n'y a plus de studio d'enregistrement, mais il y a les contacts au niveau des studios d'enregistrement, au niveau du management. On va avec les studios d'enregistrement sur place, mais on va travailler surtout avec le dernier ingénieur que j'ai eu, Yvan Bras. Voilà, Marc Esquetis. Est-ce que, on ne sait jamais, un studio d'enregistrement peut à nouveau émerger avec Hibiscus Records comme à l'époque? Est-ce qu'un studio d'enregistrement va? Non, c'est pas possible. Moi, financièrement, j'ai pas les moyens. C'est notre époque. C'est une autre époque, elle est derrière moi. Non, je suis dans l'avenir. Hein. C'est vraiment dans la distribution. Après, je dis pas que on a un mandat de 5 ans avec Mike. Si un jour on se dit, tiens, ça, l'artiste n'a pas de moyens, pourquoi pas aller enregistrer dans un studio d'enregistrement que nous aurons choisi, quoi, hein. Pourquoi pas? Mais c'est pas du tout prévu, pas du tout. Il y a une artiste qui m'a demandé de faire quelque chose comme ça. Je lui ai dit, attends, ça suffit. On entendait les chiffres au début d'émission avec Eric Virgal qui avait vendu, je crois, 50 000 albums, ou 70 000. Il y avait des albums comme MC Janik qui en avait vendu beaucoup, Eugène Mona qui en a vendu après beaucoup aussi. Là maintenant, vu qu'il n'y a plus de vinyle, il n'y a plus de CD, que là maintenant tout est numérisé, tout est digitalisé, tout est sur les plateformes. Comment ça se passe là maintenant? On travaille avec les plateformes. Et les streaming maintenant. Voilà, exactement. Les gens font des playlists, hein, par exemple. On a envie d'écouter des albums d'Hibiscus Records, par exemple. On
fait une petite playlist et puis on écoute la musique lors d'une soirée, entre amis, voilà, on a sa playlist, tout simplement. Et donc, c'est la seule façon d'écouter. Bon, alors, il y a YouTube aussi qui est assez utilisé hein, en Martinique et en Guadeloupe. Mhm. On va faire des chaînes YouTube, Vous avez fait des chaînes YouTube aussi. absolument. On va faire une chaîne YouTube Hibiscus Records. Moi, j'ai produit à peu près, bon, je dirais 50 clips. J'ai pas compté à peu près. Hein, mais voilà, il y a beaucoup de projets comme ça avec les clips, hein, diffusion aussi dans les télé et tout ça. Tous les albums que vous avez, que vous possédez, maintenant sont sur les plateformes? Ou bien il y a Alors, encore des albums? il en manque encore. Parce que bon, l'événement a fait que ça a ralenti un petit peu toute cette partie-là. On est en train de le faire. En souterrain, c'est en train de se faire. Les artistes, on vous demande de la patience. Ça va se faire. Ça se fait ça se fait, Ça se fait pas automatiquement. au C'est fur Mike qui au s'en fur- occupe. au fur et à mesure, parce que bon, comme on disait aussi près de... Chacun a son rôle. Hein. Bon, moi, je suis dans la communication. J'explique un petit peu ce qu'on fait. Mais on travaille en souterrain, quoi. Voilà. C'est au fur et à mesure que tout va se faire. Et- Beaucoup de projets. en non, tous les beaucoup cas. de projets, l'événementiel. Il y a aussi on disait tout à l'heure là que c'est pas vraiment rattraper un retard, mais il y a aussi un gros travail parce que effectivement, je regarde aussi parce que la plupart des gens sont soit sur Spotify ou bien sur Apple Music. Des fois, quand on recherche un morceau qui nous a peut-être touché, c'est des fois peut-être difficile de retrouver ce morceau-là. Donc, il y a aussi ce gros On travail va là réveiller d'hébergement. des catalogues qui ne sont pas encore sur les plateformes. C'est en projet. C'est pas sûr. Donc, énormément de travail pour cette connaissance-là. Oui, mais on aime ça tous les deux. Hein. C'est la passion C'est la de la passion. musique. C'est la passion. Hmm. Je pense que là, aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Voilà. J'ai pas arrêté. Mais bon, voilà, c'est une bonne fatigue, hein, de toute façon. Je pense que Mike, il doit être pareil, quoi. Voilà. Puis, chacun de notre côté, on avance. C'est quoi la suite d'Hibiscus Record là maintenant pour l'avenir? Comment ça se passe là maintenant? Parce que il y a un gros Bah, travail, mais là maintenant pour la suite, comment ça se passe? c'est forcément, c'est de réveiller avec les Instagram aussi, avec des Un gros travail partenaires, de communication. un gros travail de communication. Mike est un très bon community manager, je le répète vraiment. Et c'est aussi de développer, peut-être à un moment donné, avec une attachée de presse hein, qui va peut-être appeler. Vous recrutez? Est-ce que vous recrutez? Pour l'instant, on ne recrute pas, on demande de l'aide. De l'aide gratuite. Hein. Au fur et à mesure de toute façon. Hein? Oui, oui, oui. On ne peut pas tout faire comme ça, tac, tac, en claquant des doigts. Le budget du Hibiscus Record ne permet pas, pour l'instant, je dis bien, d'avoir une attachée de presse pour ces artistes. Mais bon, les artistes font ça, ils font beaucoup d'Instagram aussi. Hein. Ces mêmes artistes-là, ils sont revenus également vers toi pour t'aider. Mais ça se fait pour l'instant timidement. Je pense, par exemple, parlons le cas de Dédé, il m'a appelé, j'étais à Poitiers, humainement, je lui ai rendu un service, pareil, enfin voilà, quoi, je ne vais pas tout raconter. Et puis quand je lui ai dit, quand tu viens en Martinique, passe me voir. Et là, j'avais repris. Je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, au fait, Dédé, j'ai repris hein, le discours, ça y est. Et on a été manger ensemble, et puis je lui ai dit, écoute, tu as un projet, je pense. Oui, évidemment, j'ai un projet. Et puis, clac, clac. Il s'apathie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, parce que. Charles Bach, clac, clac. Et puis, il est revenu, hein, avec un deuxième projet, parce qu'il est très, très content. Malheureusement cherché, mais bon, je n'ai pas trouvé. Oui, autant pour moi. Mais de toute façon. J'ai demandé au directeur de la programmation. Ça, exactement, parce que il y a ce gros travail. Tes propos me rappellent un petit peu ce que tu disais au tout début. Quand il y avait ce travail de prospection au niveau de démarcher pour les CD, pour déposer, j'ai l'impression comme si tu repars. Dans le sens inverse. Dans le sens, non, mais pas, quand tu repars, tu repars avec, tu repars au début de tout ça. Ah, moi, je suis très, très heureuse. Vraiment, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur.
Il y a que du sourire chez moi. Et surtout de la passion pour la musique. Parce que c'est quand même une part de l'histoire martiniquaise qui est importante. Je ne Cette pouvais culture-là pas qui est très laisser importante. ce beau label endormi. C'était pas possible. Voilà, il va se réveiller. Une suite. Bon, tu parlais aussi de l'événement. C'est quoi tes prochains événements, les prochaines dates? On a parlé 2026 des dessins pris. Ah, il tu y a- poses trop de questions. Je ne vais pas tout dire comme ça à l'antenne. Je vais revenir te dire des choses voilà, qui sont Quelles sont concrètes. quelles sont les pages où on peut te contacter? Quels sont les Instagram, les TikTok, les Facebook, voilà. Comment ça se passe maintenant pour Alors, contacter pour Hibiscus Weekend? bon, alors moi je fais une petite part aussi de communication sur mon Insta perso, quoi, bien sûr, mais surtout c'est Mike, quoi, qui fait. Il faut suivre si vous voulez, il faut suivre l'Instagram de Hibiscus Records, le Facebook, si vous êtes plus Facebook, hein, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde qui a Instagram. Et puis, vous pouvez me joindre, il n'y a pas de problème, sur mon email, hein, hibiscus.records@orange.fr. Je ne manquerai pas de vous répondre. Parfaitement. Eh ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est-à-dire j'étais comme à l'école et puis je m'en latais qu'à écouter parole, je regardais comment ça se passait, les anecdotes. J'espère qu'en tout cas, auditeurs, Ouais, mais j'ai pas auditrices. tout raconté, hein, donc Non, mais faudra ouais. qu'on je revienne. Et ce serait bien que tu viennes aussi avec Mike aussi. Absolument. Ce serait bien que tu viennes La prochaine avec fois, Mike. je viens avec Mike. Voilà, parce que pour voir un petit peu aussi comment ça va se passer pour l'avenir, puisque je vois que il y a tout plein de projets en préparation, tout plein d'envies, tout plein de choses à réaliser. Tu m'expliquais aussi que il y a pas si longtemps, il y avait un événement au Diamant aussi. Oui. Donc il y a cette part d'événementiel qui va également Alors, reprendre aussi tous les 3 mois également. Parce que je remercie la FNAC, hein, bien évidemment. D'autres partenaires vont s'allier aussi à Hibiscus Records pour l'année 2026. Et c'est important pour nous, évidemment, hein, une entreprise qui renaît n'a pas forcément les moyens de ses réflexions et de ses événements, tout simplement. D'accord. Il est déjà 20h59. Oh là là. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci pour la discussion. Merci pour tout ça, pour tout le travail que tu as effectué et que tu effectueras pour l'avenir encore. Absolument, je suis là pour ça. Ok, d'accord. Merci Sur ce, auditeurs, auditrices, je sais que vous avez apprécié cette émission ce soir. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Vous déjà savez, Chill Music. À jeudi prochain. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Ça passe vite, hein? Ça passe très très vite. Ouh. C'est bien, c'était sympa, très sympa. Vraiment, Y a pas de souci. tu as posé des questions pertinentes, moi j'ai pas eu besoin de mon bac. Ah bah tant mieux alors. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais c'est pas grave. Non, mais on a quand même parlé de pas mal de choses. Ouais. Bon, Tes questions étaient très pertinentes, parce que comme tu connais pas bien, tu vois, il fallait expliquer. il fallait expliquer. Je reviens juste après. Bon, amis internautes, TikTok, bonne soirée à vous. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine. Je rappelle également que l'émission sera bientôt sur YouTube également, comme toutes les émissions sur TikTok. On publie les émissions sur YouTube. Bonne soirée à vous. Foss.